Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la vidéo du jour, nous poursuivons la méthodologie des exercices en droit. La méthodologie étant importante en droit, nous vous prions de bien vouloir suivre cette vidéo avec attention. Pour commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne à partir du lien indiqué dans la description. Ainsi, vous serez informé de la publication de nos prochaines vidéos. Pour commenter cet article, nous avons eu recours à différents ouvrages dont principalement, celui-ci. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Histoire, analyse et commentaires sous la direction de Gérard Connac, Marc Debène, et Gérard Théboul, Economica, 1993. Ce livre constitue un véritable héritage. Nous vous la conseillons pour commenter l'article ci-après reproduit. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Nous reprendrons les parties qui ont été abordées précédemment dans la phase de rédaction. La lecture du texte. La construction des parties. La rédaction de l'introduction. La rédaction du corps du devoir. Tout sera fait avec élégance. Nous avons pris le temps de lire et relire notre texte. Ainsi, nous l'avons réparti en plusieurs parties pour une meilleure compréhension. Précisons 4 parties. Sous la monarchie, la loi n'exprimait pas nécessairement la volonté générale. La volonté du monarque était plus prépondérante. Elle était constituée de coutumes variables dans une France divisée en nord et sud. Plus tard, la rédaction des coutumes de France fut préconisée. Ainsi, Charles VII met en place l'ordonnance de Montillet-Tours en 1453. On note aussi d'autres lois fondamentales du royaume composées de remontrances, délibérations, déclarations, œuvres des parlements et des États généraux. Les révolutionnaires vont rompre avec cette situation en donnant une autorité absolue à la loi. Cette dernière n'est plus la volonté d'une seule personne mais de l'ensemble des individus composant le corps social. Ce qui vaut l'emploi de « est l'expression de la volonté générale ». L'expression de la volonté générale dans la loi est une idée de la philosophie des Lumières avec des auteurs comme Montesquieu, Diderot, Rousseau à partir du contrat social. Se rebellant contre le système monarchique, les révolutionnaires ne veulent exclure personne dans la société. Il ne s'agit pas de mettre en place des lois par un groupe contre un autre. D'où, tous les citoyens ont droit de concourir. Chaque citoyen ayant sa place dans la société, cela vaut à notre sens l'emploi de l'adverbe « personnellement » pour la participation de chacun à la formation de la loi par référendum. Déterminés, les révolutionnaires ont voulu mettre tout en œuvre en vue d'aboutir au rassemblement. Ainsi dans l'hypothèse où les citoyens ne seraient pas en mesure de prendre part personnellement à la formation de la loi, ils leur permettent de le faire par leurs représentants. Cette représentation pourrait prendre la forme d'une assemblée élue dont les décisions doivent traduire la volonté des citoyens. C'est une idée de Sieyès. Mais, il convient de préciser que la loi est faite soit par les citoyens, soit par leurs représentants. Et non par les uns et les autres en même temps. Par l'expression « la même pour tous », les révolutionnaires traduisent ainsi l'égalité de l'ensemble des personnes vivant dans la société. Cela renvoie aussi à notre sens à la généralité de la loi qui ne distingue en personne que ce soit pour protéger ou pour punir. Ainsi, il rejette les privilèges, inégalités et injustices de la monarchie. À ce niveau, il convient de s'attarder sur le mot « doit » dans « elle doit être la même pour tous ». Les révolutionnaires ont pensé à certaines hypothèses où la loi ne serait pas la même pour tous. Pour contrer les éventuels abus, certains articles fixent des limites.
L'article 5 stipule que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Plus loin, l'article 8 énonce que la loi ne doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires. Les révolutionnaires poursuivent leur volonté d'enracinement d'une société égalitaire. Désormais, tous sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Il convient de rappeler à ce niveau que sous la monarchie les privilèges favorisaient les nobles. À cela s'ajoute la puissance maritale, le privilège de masculinité. Prenant par ailleurs le contre-pied de la monarchie, l'admission est faite selon leur capacité. Mais cette notion de capacité peut prétendre à confusion dans la mesure où dans une société certaines personnes en raison de leur richesse peuvent être plus capables que d'autres. C'est pourquoi aucune distinction ne peut être acceptée que celle fondée sur leur vertu et leur talent. En somme, par la lecture, nous avons compris le sujet. Ainsi, nous pouvons construire les différentes parties. Les deux grandes divisions du travail sont indiquées dans la méthodologie sont l'introduction et le corps du devoir. L'introduction précède nécessairement le corps du devoir. Nous rappelons les différentes parties de l'introduction que nous aborderons successivement. Il n'a pas été aisé pour nous de trouver une entrée en matière pour capter l'attention de notre audience. Nos recherches nous ont amenés vers la citation philosophique suivante attribuée à Jean-Paul Sartre. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande. Il est dit que la citation a été utilisée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une épreuve douloureuse pour les nations. C'est pourquoi, nous l'utilisons pour faire le lien entre la monarchie et la Révolution française. Celle-ci nous permet de présenter notre texte. Présentation du texte. Qui est l'auteur de ce texte? Quelle est sa nature? Quand a-t-il été publié? Ce sont des questions difficiles à répondre lorsque nous comparons le contexte de la Révolution à ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'adoption de la loi. Nous nous reportons à notre vidéo organisée sur les sources du droit pour dire ce qui suit. Nous commentons l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789. Elle est l'œuvre des révolutionnaires avec les auteurs de la philosophie des Lumières dont Montesquieu, Rousseau, Sieyès. Le texte trouve plus précisément son origine dans les articles 11,12 et 13 du célèbre projet de déclaration établi par le 6e bureau de l'Assemblée nationale mis en place par les révolutionnaires. Cette déclaration de droit a été adoptée le 26 août 1789. La France vivait sous une monarchie absolue avec son corollaire de privilèges, d'inégalités et d'injustice. Une révolution devient dès lors nécessaire pour renverser ce système. C'est une révolution par les idées. Les auteurs de la philosophie des Lumières ont largement contribué. En adoptant cette déclaration, ils étaient dans une logique d'élimination des abus et de limitation des pouvoirs royaux. Les révolutionnaires français se sont inspirés de l'insurrection américaine ayant abouti à la Constitution américaine de 1776. Si après quelques idées révolutionnaires. Par exemple, Jean-Baptiste Moreau a écrit un traité à l'intention de Louis XVI en 1785. Il lui rappela les droits naturels de l'homme et la responsabilité du gouvernement dans leur maintien et leur protection. Jean-Jacques Rousseau qui défend la loi comme expression de la volonté générale dans son contrat social. Le contexte décrit nous montre qu'il ne faisait pas bon vivre sous la monarchie avec les privilèges, les inégalités et les injustices. La problématique découle logiquement de cette situation qui réunissait tous les ingrédients pour une révolution. Les révolutionnaires épris de justice, de liberté, d'égalité, vont adopter cette déclaration de droit dont l'article 6 promeut l'autorité de la loi et l'égalité de tous. Ce qui nous amène à l'interrogation suivante. Quelles sont les causes et les conséquences de la Révolution? Le travail de notre travail nous permettra d'y répondre. Pour parvenir à une société plus juste, les révolutionnaires abolissent la monarchie,
et promeuvent la démocratie. 2. Ils posent ainsi les bases du droit constitutionnel moderne de la France. 3. Ces différentes parties forment le corps du devoir. Nous les aborderons successivement. Le 26 août 1789, tous les ingrédients étaient réunis pour abolir un système monarchique fondé sur l'omnipotence du monarque, A, avec son corollaire d'inégalité, B. Après avoir aboli la monarchie, ils ont affirmé la souveraineté nationale, A, et promu l'égalité de tous, B. Certes, le contexte révolutionnaire n'est plus le même aujourd'hui. La Révolution a pris fin avec l'avènement de Napoléon Bonaparte. Mais, les idées révolutionnaires ont inspiré son règne ainsi que les régimes successifs. A. La DDHC fait partie du bloc de constitutionnalité de la Ve République. B. En posant les bases du droit français, les révolutionnaires nous guident vers la modernité. Nous y sommes. Et c'est ce qui nous permet de mettre un terme à cette vidéo. C'est la fin de la vidéo. Vous remercions de votre attention. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos qui seront publiées. Au plus tard, le 27 septembre, vous aurez la rédaction complète de la vidéo en version PDF. Le lien sera indiqué dans la description. D'ici là, nous sommes ouverts à vos commentaires. Certes, nous parlons du droit français, mais nous sommes tous pro-africains. C'était juste un commentaire. À très bientôt.